Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la vidéo de la semaine. Je sais pas ce que j'ai, je suis en forme aujourd'hui, j'espère que vous aussi. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai passé une partie de mes vacances chez mes parents. Et en fait, en farfouillant dans les placards et les étagères, etc., parce que je retrouve toujours des vieux trucs à moi, j'ai retrouvé mes petits journaux intimes. Tous mes cahiers de journaling et mon journal intime et plein de trucs que j'avais pas vu depuis super longtemps. Et j'ai lu des trucs super intéressants. Notamment plein de choses sur comment je réfléchissais avant. Et ça m'a fait réaliser à quel point j'avais évolué. Et je me suis dit que ce serait une trop bonne idée de vous faire une vidéo où je donne des conseils à mon ancienne moi. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que je retrouve chez des gens de mon entourage et tout, et j'ai failli oublier comment je réfléchissais avant, franchement, pour être tout à fait honnête avec vous. Genre quand j'ai relu certains trucs, j'étais en mode attends, mais je pensais vraiment comme ça, c'est trop bizarre. Bref, et du coup je me suis dit, je vais pouvoir, en répondant à des questions que je me posais avant, vous aider peut-être vous-même à répondre à ces questions. Donc je les ai sélectionnées, parce que là je suis de retour à ma maison. Donc je les ai sélectionnés et j'en ai fait un petit truc Word. Et clairement, je vais les prendre un par un et vous les expliquer finalement. Donc il faut savoir que ces extraits de carnet, etc., que je vais vous lire, globalement, ça date il y a plus de 2 ans au moins, ça c'est sûr, ou du moins c'était sûr que ça date avant 2020. Et il y en a certaines même qui datent d'il y a vraiment super longtemps, puisque j'ai commencé mes journaux intimes, etc. J'avais 10 ans. Donc autant vous dire qu'il y a des trucs qui sont très vieux, et il y a des réflexions qui du coup sont plus du tout d'actualité, même la plupart sont même plus d'actualité. Mais voilà, donc je vais pas vous donner des dates parce que je les ai pas, mais ça va donc de mes 12 ans à mes 19 ans, on va dire, dans les réflexions. Voilà, bref, il faut savoir que je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. J'ai toujours écrit beaucoup dans mes journaux intimes parce que j'ai toujours des millions de choses à mettre sur le papier pour évacuer tous les questionnements que j'ai dans ma tête. Donc il y a des trucs plus ou moins sombres, plus ou moins complexes, etc. Vous allez comprendre. Il n'y a pas de thématique, c'est tout dans le désordre. Donc voilà, donc si vous voulez tout savoir, il faut regarder la vidéo entière. Alors, la première chose que j'avais récupérée, c'est une phrase, enfin un passage où en gros j'expliquais que je comprenais pas pourquoi j'étais pas heureuse alors que j'étais censée avoir tout ce qu'il faut pour l'être et que j'avais l'impression que voilà, j'étais en gros que j'étais pleine de réussite dans ma vie, qu'il y avait plein de réussite dans ma vie, que je m'en sortais bien à l'école, que je m'en sortais bien au niveau social, au niveau amoureux, au niveau familial et tout. Et je comprenais pas trop pourquoi, malgré tout ça, j'étais quand même pas heureuse. Alors, quand j'ai lu ça, ça m'a paru tellement évident maintenant. En fait, c'est parce que j'étais pas heureuse. En fait, c'est parce que... C'est pas parce que... On vous dit, et la société dit que si vous avez, en ayant tout ça, toutes ces choses, en ayant par exemple une maison, une voiture, un travail stable, une femme et un chien, ça fait de vous quelqu'un d'heureux. C'est pas parce que la société dit que ça c'est être heureux que ça vous va à vous. Ça c'est très important à comprendre et c'est vraiment l'erreur que j'avais fait à ce moment-là. C'était de croire que ce que tout le monde admettait comme étant ce qui rend heureux et ce qui fait le bonheur, c'était ce qui allait me rendre heureuse moi. Et en fait c'est faux, chacun a sa propre perception du bonheur, chacun a sa propre perception de ce que doit être sa vie et ce qu'il aimerait faire dans sa vie et ce qu'il aimerait accomplir. Et si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous avez besoin, vous êtes malheureux. Et vous avez beau faire tout ce que la société vous demande, c'est pas pour autant que vous allez être heureux. Donc réponse à ma question, réponse à ce que j'ai écrit, non, tu n'étais pas heureuse parce que tu n'avais pas ce qu'il te fallait et ce qui était en alignement avec ce dont tu avais besoin. Deuxième question. Alors ça c'était à une période où je me cherchais beaucoup sur l'orientation et où j'avais l'impression que je me perdais complètement, ce qui est toujours un peu le cas d'ailleurs. Mais bref, j'ai quand même bien évolué sur ça. Et j'ai écrit je n'ai aucune idée de ce que je veux, j'ai peur de prendre la mauvaise voie et de perdre du temps.
Donc ce que j'entendais par là, c'était j'avais pas envie de commencer une filière par exemple, ou de me spécialiser dans quelque chose pour au final me rendre compte que c'était pas ce que je voulais faire et avoir perdu par exemple 3 ans à étudier ça alors que c'était pas ce que je voulais faire. Donc, ce que j'ai à dire par rapport à ça, la première chose c'est qu'en fait c'est tout à fait normal de pas savoir ce qu'on veut et en fait il n'y a même pas d'âge particulier par rapport à ça, je veux dire tu peux même avoir 40 ans et pas savoir ce que tu veux et avoir envie de changer de vie professionnelle et il n'y a pas de mal à ça. On nous dit souvent que oh là là, par exemple moi je rentre en master, j'entends beaucoup de gens qui disent ah bah quand même tu devrais commencer à savoir ce que tu veux faire, tu rentres en master. Bah non, enfin j'ai 21 ans, c'est normal que je sache pas ce que je veux faire, c'est normal que je sois pas sûre de moi, j'ai jamais encore expérimenté aucun métier, je connais pas encore même pas un quart des métiers qui existent dans ce monde, c'est normal que je sache pas exactement ce que je veux faire et il n'y a pas à se sentir angoissé par rapport à ça. C'est très bien de réfléchir à la question, c'est très bien de s'en soucier, mais il faut pas en faire une fixette et il n'y a aucun mal à pas savoir ce qu'on veut. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas de véritable erreur, et ça j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Il n'y a pas de mauvaise foi, ou il n'y a pas de perdre du temps, parce que en fait, si tu as besoin à un moment T d'expérimenter quelque chose et que tu te rends compte par la suite que c'était pas ce qu'il te fallait, bah c'est pas perdre du temps parce qu'il te fallait passer par là pour réaliser que c'était pas ce que tu voulais. Et il n'y a pas de timing, il y a pas de... c'est pas une course contre la montre où tout le monde doit à 25 ans avoir un métier définitif. Non, 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 c'est chacun, encore une fois, à son propre timing, chacun vit sa vie à son rythme et comment il l'entend. Et si vous trouvez pas maintenant ce que vous voulez faire, c'est pas grave et ça veut pas dire que vous avez perdu du temps. Au contraire, moi je suis persuadée que tout ce qu'on a vécu, tout notre bagage, que ce soit professionnel, universitaire ou même simplement un bagage de la vie, ça va nous aider à avancer et peut-être que tu as l'impression aujourd'hui que ce que tu vas faire ça va te mener à rien, mais en fait même si tu changes demain complètement de voie, tu auras quand même un héritage de ce que tu as appris pendant ces années où tu as étudié je ne sais quel domaine. Et ensuite, ça c'était assez récemment, ça je me souviens parce que je me rappelle du passage où j'avais écrit, c'était au moment où je commençais à me sentir assez mal. C'était un peu avant la pandémie je crois. Bref, j'écrivais, j'ai peur de stagner et de ne plus avancer vers le mieux, d'avancer vers le pire. Donc c'était le moment où j'étais quand même pas très bien dans ma peau, beaucoup d'anxiété, le début de ma dépression, etc. Où j'avais vraiment l'impression que j'avançais plus du tout dans la vie et que j'avais l'impression de régresser en fait, ou voire de stagner complètement. Et c'est marrant parce que justement il faut souvent un peu de temps et de recul pour se rendre compte de l'avancée qu'on a eue et je pense que on n'est pas capable de se rendre compte quand on parle du moment présent de si on est en train d'avancer ou pas. Maintenant, quand je revois cette période-là de ma vie, j'ai jamais autant avancé dans ma vie qu'à cette période-là. C'est un truc de dingue et limite ça me fait rire, je trouve ça mignon de relire ce que j'écrivais en disant que j'avançais pas alors que c'était totalement faux. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut que je dise, c'est que toutes les personnes qui vont passer par une étape de vie où elles vont beaucoup se remettre en question, où elles vont avoir peut-être une phase un peu à vide, où elles vont se sentir très mal, où elle va avoir globalement un changement de vie assez conséquent. Il y a toujours une période où en fait on régresse. Mais j'emploie régresser pour dire quelque chose en particulier parce que c'est pas vraiment la régression. En fait c'est de la déconstruction. En fait si vous voulez changer votre vie, si vous voulez vous transformer vous ou votre environnement, vous devez passer par un moment où vous déconstruisez ce que vous avez construit pendant des années et ce qui ne vous allait pas. Si vous voulez changer de maison, vous allez forcément devoir la vider, la déconstruire et en construire une nouvelle. Vous ne pourrez pas, avec exactement la même maison, avoir une vie meilleure. C'est pas possible. La vie, c'est toujours aller de l'avant. C'est toujours accumuler des expériences, accumuler des connaissances et se développer toujours un peu plus chaque année, chaque jour qui passe. Vous apprenez des choses et vous évoluez. Donc pour moi, il n'y a pas de régression possible. La seule régression possible, c'est la déconstruction de ce que vous avez construit pour le mieux. Ok, alors ça je l'ai écrit vraiment, je pense que j'étais toute petite parce que je me vois mal écrire ça dans les années récentes, mais j'avais écrit à un moment donné je veux le bonheur de ma famille et de mes amis, mais je n'arrive pas à leur donner. Alors,
Ouais, je pense que j'étais petite quand j'ai écrit ça. Je trouve ça trop mignon en fait. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, vraiment, je pense que ça peut vous servir à tous parce que je pense pas être la seule à avoir réfléchi comme ça à une période. C'est génial d'être quelqu'un d'attentionné et de prendre soin des gens qui nous entourent et des gens qu'on aime, etc. Mais c'est pas de votre responsabilité et c'est à la responsabilité surtout de personne de rendre les autres heureux. En fait, on est chacun responsable de notre propre bonheur et on est chacun responsable de notre situation. Et il n'y a pas à se sentir coupable de ne pas arriver à donner du bonheur aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas votre responsabilité, et en l'occurrence, c'est absolument pas de ma responsabilité de rendre mes amis et ma famille heureux. C'est beaucoup lié à ce qu'on appelle le people pleasing en anglais, qui veut dire plus ou moins vouloir tout le temps plaire aux autres ou vouloir toujours satisfaire les autres. C'est une très très mauvaise manie, moi j'étais beaucoup comme ça et j'essaie de toujours le combattre un peu mais c'est pas facile. C'est ce truc de se dire qu'il faut toujours satisfaire les autres pour qu'ils vous aiment mais aussi pour qu'ils soient heureux. En gros, vous dire que vous êtes responsable de la façon dont les autres vont vous aimer et de la façon dont ils vont être heureux. Exemple type, vous osez pas dire non à une sortie avec quelqu'un parce que vous dites oui mais après il va moins m'aimer et puis ça va lui faire de la peine, etc. Oui mais si vous n'avez pas envie d'y aller, c'est son problème à lui si ça lui fait de la peine. Vous voyez, c'est son problème à lui si il décide de plus vous aimer parce que vous avez dit non à une sortie. C'est pas votre problème à vous, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, il faut vraiment essayer de s'en détacher au maximum et je suis super contente d'avoir réalisé ça parce que c'était un de mes gros problèmes. C'est pas à vous de rendre les autres heureux. Alors celle-là, elle me fait trop rire. Elle me fait trop rire parce que ça m'arrive super souvent, mais même encore maintenant des fois d'y réfléchir et je pense qu'on est vraiment là pour le coup, je pense qu'on est à 100% des gens qui doivent avoir cette réflexion-là. Vous savez ce truc de oh je me fatigue, ou je suis fatiguée de ma propre personne, ou j'en ai marre de moi, ou vous voyez tous ces trucs un peu négatifs qu'on se dit à soi-même en mode je me supporte plus, ou des trucs comme ça, vous voyez. Alors, bon déjà, passons sur le fait que gros manque d'amour propre, etc. Bon ça on le sait. Mais moi j'ai envie de parler d'autre chose. J'ai envie de parler de la théorie d'Eckhart Tolle, dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo et que vous allez finir par vous habituer, je vous en parlais tout le temps. Mais pour moi cette phrase elle est typique de la théorie d'Eckhart Tolle, celle qui veut que on a deux petits nous en nous, notre ego et notre higher self, donc notre nous sain et un peu au-dessus on va dire. Et notre ego, c'est celui qui contient toutes nos pulsions, tous nos aspects, nos côtés négatifs, tout notre amour, notre manque d'amour propre, de confiance en soi, etc. Bref. Et Eckhart Tolle, si vous lisez son livre, dans son introduction, il explique comment il est arrivé à son éveil spirituel et il explique que ce qui l'a fait réagir et ce qui lui a fait vraiment le déclic, c'était un jour où il était très mal et où il s'est dit ça justement, il s'est dit je me supporte plus, je supporte plus ma personne. Et il s'est dit mais comment c'est possible que je m'observe de l'extérieur en me disant que je supporte pas qui je suis. Ça suppose qu'il y ait deux moi en fait. Ça suppose qu'il y ait une moi insupportable et un moi qui se rend compte que l'autre est insupportable. Et c'est là qu'il a tilté que en fait, il y avait une partie de sa personne qui contenait toutes ses pulsions et ses choses négatives et dont il fallait s'en détacher. Et pour moi, c'est vraiment ça, le côté je suis fatiguée de ma propre personne. En fait, c'est juste que mon ego prenait beaucoup trop le dessus dans ma vie et que je me rendais compte que c'était nocif pour moi et ça m'épuisait en fait. Et je finissais par arriver à la conclusion de dire je me supporte pas, alors qu'en fait, non, c'est pas moi que je supporte pas, c'est mon ego, c'est la partie de moi qui contient toutes mes insécurités, mes pulsions, mes traumatismes, etc. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Je suis heureuse aujourd'hui et je ne veux surtout pas que cette situation change. Ok, alors ça c'est vraiment une réalisation que j'ai eue tardivement, mais c'est très intéressant. Ce truc de pas vouloir que la situation change et se dire je suis bien aujourd'hui dans ma situation, j'ai pas envie qu'elle change. Alors, première chose. La première, c'est que oui, c'est très bien d'être heureux dans sa situation.
Mais qui te dit qu'en changeant, la situation deviendra moins bonne? Qui te dit que s'il y a une évolution de ta situation, ça va te faire perdre du bonheur? Peut-être qu'au contraire, peut-être que ça va te rendre encore plus heureuse, plus que ce que tu n'aurais espéré. Donc c'est ce que je vous disais sur le fait de se libérer de la peur, c'est que ça c'est typique de quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment le truc de je suis bien avec ce que j'ai, donc je bouge pas. Mais en fait si on réfléchit comme ça dans la vie, on fait rien en fait. Imaginons, là par exemple je suis bien, je suis chez moi. Je suis chez moi, je suis à côté de mon canapé, j'ai de la nourriture dans le frigo, j'ai une douche, j'ai de quoi appeler, j'ai ma télé, j'ai tout ce que je voulais. Je suis bien. Est-ce que pour autant je vais passer toute ma vie chez moi? Non. Parce que je sais que je peux faire des trucs super cool dehors et que dans tous les cas, je pourrais revenir ici. Et bah c'est pareil en fait. Je pense qu'il faut avoir la curiosité et il faut arriver à dépasser cette peur du changement et arriver à se dire que c'est pas grave de prendre le risque de perdre entre guillemets un peu de bonheur pour avoir quelque chose de mieux. J'avais vu un TikTok là-dessus qui m'avait vachement fait réfléchir et le TikTok disait imaginez votre vie dans 10 ans, ok? Votre vie parfaite, genre vraiment le truc idéal, ok? À mon avis, c'est pas votre situation actuelle. Je pense que votre situation actuelle n'est pas celle que vous espéreriez dans 10 ans. Et ça, c'est vraiment révélateur. Si je vous dis, vous voyez votre situation là maintenant? Dans 5 ans, vous êtes à la même situation, vous n'avez pas bougé, toujours pareil. C'est l'angoisse. Enfin, moi en tout cas, c'est l'angoisse. Je veux dire, si on me disait ma vie n'a pas changé d'un poil maintenant et dans 5 ans, bah franchement, je déprime. Hein. Mais pourtant, j'étais capable d'écrire à cette période-là que je préférais pas bouger. Et ça, je suis super fière d'avoir réussi à passer ce cap-là parce que j'étais quelqu'un, comme vous pouvez le voir, qui... Vraiment, le changement, ça me terrorisait, quoi. Vraiment, c'était... Je me disais, non, mais je suis bien là. Je me restais accrochée tel un rappel à ma situation sans vouloir sortir en mode, non, je ne bougerai pas. Voilà. Le point suivant. Ça je l'ai écrit quand j'ai raté le concours de Sciences Po pour la première année, donc c'était fin terminale. J'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais travaillé vraiment comme une folle pour ce concours. C'était l'école que je voulais absolument. Et je l'ai vraiment très 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 mal vécu d'avoir raté ce concours. Et du coup, j'avais écrit à ce moment-là, je comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi alors que j'ai tant travaillé et que je le voulais tant. Bon, déjà, moi je fais partie de ces gens qui sont persuadés que si tu travailles et que si tu as la volonté et le travail, a priori tu as tout ce que tu veux dans la vie. Ça, c'est ma perception des choses, hein, mais je sais qu'il y en a qui sont plus négatifs là-dessus. Il y a des moments où, comme ça, où quand il arrive des choses un peu négatives dans notre vie, ou un peu entre guillemets inexplicables, où on a l'impression que c'est un peu de la chance, moi je trouve que c'est important d'avoir un peu des croyances optimistes, un peu liées à la spiritualité, et c'est pour ça que je m'y raccroche beaucoup aussi, notamment sur le fait qu'il y a une forme de destinée. Pour moi, si j'ai pas réussi ce concours à ce moment-là, c'est parce que ça devait se passer comme ça. C'est un peu fataliste, mais en même temps, c'est plutôt optimiste, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que après mon année de concours, enfin où j'ai raté le concours du coup, je suis rentrée en classe préparatoire et j'ai jamais autant appris sur comment travailler et comment réfléchir que dans cette année de prépa. Et je n'arrive même pas à m'imaginer comment j'aurais pu tenir mes années de supérieure sans avoir fait cette prépa. C'était pas vraiment une question de niveau, c'est plutôt que ça m'a donné une profondeur intellectuelle que j'avais pas du tout avant. Et il y a pas mal de choses dans ma vie qui sont produites comme ça et je pense que vous pouvez tous plus ou moins adhérer à ce que je vais dire, qui est que quand les choses se passent pas forcément comme prévu, en général c'est qu'il y avait autre chose que vous deviez vivre avant ou autre chose de mieux à vivre que ça. Et vraiment, pourquoi j'ai pas réussi alors que je voulais tant? Parce que c'était pas le moment, tout simplement. En fait, c'était juste pas le moment. Je pense qu'il faut avoir confiance en la vie et en ce qu'elle nous apporte et être... Voilà, et être persuadé que si vous n'avez pas eu ça maintenant, c'est que c'est pas ce qu'il vous fallait à ce moment-là, tout simplement. Ok, je vais terminer sur un petit peu le côté relations amoureuses. C'est vrai, j'en parle jamais sur cette chaîne des relations amoureuses, tout ça. Mais je vais pas trop m'étaler là-dessus non plus, mais comme vous pouvez vous en douter, j'avais un journal intime depuis que j'ai 10 ans. Du coup, je racontais toutes mes amourettes, je sais pas trop quoi, les petits crushs à droite à gauche, tout ça.
Et il n'y avait pas forcément une phrase en particulier que j'ai retrouvée, mais il y a beaucoup de choses qui revenaient, toujours la même chose quand j'avais des crushs ou je ne sais quoi. C'est que je parlais tout le temps des papillons dans le ventre, le fait que genre j'étais genre toute anxieuse, un peu genre timide et je ne sais quoi quand je rencontrais mon crush, je sais pas trop, enfin bon, des trucs que tout le monde a en fait finalement. Et je voulais juste partager ça parce que c'est vrai que maintenant ça va tellement m'aider dans mes relations futures, je pense. En fait, quand on a des papillons dans le ventre, en fait c'est de l'anxiété. Excusez-moi, mais genre ça me fait vraiment trop rire. Parce qu'en fait, dans tous les films d'amour et trucs de relations, etc., on vous raconte à chaque fois que les papillons dans le ventre, ça veut dire que c'est la bonne personne, je sais pas trop quoi, ça veut dire que vous êtes amoureux et tout. Non. Ça veut dire que vous êtes stressé en la présence de la personne. Ça veut dire que vous êtes mal à l'aise et que vous êtes angoissé quand vous êtes avec la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une relation qui est saine, et une relation avec une personne avec qui on est bien, on n'est pas angoissé. En fait, souvent on est même très calme et très à l'aise et il n'y a pas ce côté de nervosité. C'est ça qui fait la différence en général entre quelqu'un avec qui vraiment on est bien et on est amoureux et avec une personne avec qui on est juste passionné, avec un attachement lié à des traumatismes, etc. Et maintenant, quand j'ai des papillons dans le ventre ou que je suis nerveuse en présence de quelqu'un, je me dis, c'est non. Genre, avec quelqu'un avec qui je veux construire quelque chose, c'est quelqu'un avec qui je suis à l'aise et avec qui, justement, je ressens pas de nervosité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'espère que le concept vous aura plu. Franchement, moi, je me suis éclatée à faire cette vidéo. Je trouve ça trop drôle. N'hésitez pas à me dire en commentaire les questionnements que vous avez vous-même ou que si vous avez retrouvé des vieux questionnements que vous aviez quand vous étiez jeune. Expliquez-moi un peu votre évolution aussi sur certaines choses, je serais super heureuse de le lire, tout simplement. La rentrée approche à grands pas. J'ai trouvé mon appartement, donc il se peut que dans très peu de temps vous allez avoir des vlogs de déménagement. J'ai trop hâte. Et je vais sûrement vous faire aussi dans les prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine même, une petite vidéo un peu spéciale rentrée sur l'école et tout, parce que ça fait 1 an et demi que je ne suis pas allée dans une salle de classe depuis le premier confinement. Et moi aussi, il va falloir que je me remette un petit peu à jour sur les cours, etc. et sur la vie d'étudiant. Donc je me ferai sûrement une petite vidéo là-dessus pour me remettre moi-même dans le mood. Voilà, mais sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter comme d'habitude la vidéo. Et on se retrouve très bientôt.